Le débat, toujours le débat, une caractéristique de la liberté d'expression, une caractéristique même de la démocratie. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce énième numéro de Réplique Magazine, votre rendez-vous de débat sur la chaîne panafricaine. Deux invités pour ce numéro ce soir, ce énième numéro. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par la personnalité à ma droite, Edgar Ilunga Mwamba, vice-président et porte-parole du parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO en sigle, du président Bernard Kayumba. Bonsoir, Edgar Ilunga. Bonsoir, monsieur Thierry. Merci. À ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Baniki Nayanga Balki, président national de l'Union des forces du progrès UFP, coordonnateur adjoint chargé des questions politiques administratives et porte-parole de l'Union pour la Nation UN. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors avec ces deux invités, nous allons décortiquer l'actualité. L'actualité aujourd'hui est dominée par ces manifestations des mouvements citoyens Lucha et autres qui sont tenus dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Hier lundi, plusieurs villes ont été témoins de ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs arrestations ont été enregistrées. On va réfléchir sur l'action menée par ces mouvements citoyens, l'impact que ces mouvements citoyens ont sur la société actuelle, sur la politique, tout en vous rappelant qu'ils avaient pour mission, plutôt motif de manifestation, la réclamation d'un calendrier électoral pour les élections en cette année 2017. Le deuxième point qui va nous intéresser justement, c'est cette aussi information qui fait couler encre et salive dans l'opinion. Il s'agit de l'implication ou non des membres de l'UDPS dans les dernières attaques de la prison centrale de Makala et du marché central. Vous avez appris, comme nous, qu'il y a eu des arrestations des personnes qui ont été identifiées comme membres de l'UDPS et qu'on soupçonnerait d'être à la base de ces différentes attaques que je viens de vous citer. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première thématique. Je vais commencer avec vous, Monsieur Edgar Ilunga Mwamba. Vous avez vu le travail de manifestation, de protestation qu'ont commis les jeunes de la Lucha et de d'autres mouvements citoyens dans les villes de Kisangani, dans les villes de Goma, dans la ville de Lubumbashi. Ici aussi à Kinshasa, ils ont été dispersés. On a enregistré plusieurs arrestations. Comprenez-vous la démarche de tous ces mouvements citoyens? Nous sommes Congolais. Cette question d'actualité, nous devons en traiter en adulte et en homme sage, en homme politique sage. Pas plus tard qu'il y a une semaine et demie, nous avions débattu sur Télé 50 de cette question-là, la lutte pour le changement, avec Maître Kasereka. Kasereka qui est pratiquement le coordonnateur de la lutte. Il était insurgé totalement contre ces mouvements-là. La Lucha, il est coordonnateur. Il n'a pas admis que des gens manifestent de la manière qu'ils l'ont fait le lundi. Il n'a pas admis ça. Vous n'avez pas apprécié la manière ou le message? Le message qu'il pose, qu'il demande là, c'est un message qui ne tient pas d'actualité. Il réclame la publication du calendrier électoral. Ils veulent se substituer à la CENI qui a donné un avis à ce sujet. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines aujourd'hui, il y a eu un sommet de la SADC. Ce sommet de la SADC a clairement dit qu'il était irréaliste de penser qu'on va organiser les élections avant le 31 décembre. Et les Congolais doivent se raviser là-dessus. Même si on y mettait celui que l'on croit pouvoir organiser les choses, on n'organiserait pas ces élections avant le 31 décembre. Mais est-ce que la Lucha a tort de réclamer des élections comme les accords signés entre les politiques? La Lucha a tort de le faire de la sorte, de la manière qu'elle l'a faite. La Lucha devrait par contre attendre qu'on publie le calendrier. Elle ne peut pas forcer la note. La Lucha, c'est quoi? Vous en connaissez le statut juridique?
C'est un mouvement Non. citoyen. Un mouvement citoyen doit être organisé. Il faut qu'on sache qui est coordonnateur, qui est président, qui est tel. Ça n'existe pas. J'en avais parlé à Maître Kassereka pour lui demander s'il pouvait organiser la chose. L'État congolais traite avec des structures organisées. Demain, on va créer autre chose que la lucha. On se dira mouvement citoyen. C'est pratiquement une sorte de récupération politicienne de ce qu'on a vécu à l'île de Gorée, ou même quelque chose qui rebondirait de ce qui a été préparé à Genval. Est-ce qu'ils ont tort de faire un lobbying intérieur pour réclamer ce qui est de droit acceptable pour les Congolais? Le droit des Congolais est dans l'organisation des élections. Les élections s'organisent. Il y a un organe technique qui s'y prépare. C'est la CENI. Et la lucha est allée vers la CENI, justement. Il est allé vers la CENI. Mais la CENI dans ce processus-là. La CENI est en train d'être retardée par nous-mêmes. Imaginez-vous l'insécurité qui a régné pendant plusieurs années, plusieurs mois au Kasaï. Presque dans toutes les régions nées de l'ex-Kasaï. Qui a été à la base de tout ça? Kamwina Nsapu? Je ne pense pas. Kamwina Nsapu n'a été qu'un petit groupement. Et ce petit groupement ne pouvait pas s'étendre et s'aimer partout. Au-delà même de la province du Kasaï central. Et même jusqu'au Kasaï oriental et même au Lomami. Ce qui est impossible. Revenons à la lucha. Donc, on retrouve des éléments de Kamwina Nsapu à Kinshasa. Vous y comprenez quelque chose? Je pense que nous n'avons que ce Congo à sauver. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. La question d'individus devrait être de second rang. Nous privilégions d'abord l'unité et la solidarité du pays. Sinon, nous perdons tout au profit de ceux qui sont derrière la lucha, de ceux qui sont derrière Kamwina Nsapu. Mais revenons, tous ces mouvements citoyens qui foisonnent aujourd'hui, vous êtes en train de le remarquer, ils ont une certaine opinion du pouvoir en place, mais est-ce qu'ils n'ont pas tort, est-ce que ces mouvements citoyens n'ont pas tort d'exister quand on constate que les partis politiques ne fonctionnent pas comme il se doit? Ces mouvements citoyens peuvent exister lorsqu'ils sont légalement établis. Or, la lucha ne l'est pas, c'est de un. Des deux, vous leur donnerez quel statut vous leur donnerez? C'est une émanation de ce que vous avez appelé, ce qu'on a appelé de l'île de Gorée, des mouvements citoyens, à l'instar de balais citoyens. Et il y en a marre. Mais ça a raté l'année dernière par 2 fois. On voudrait faire une sorte de résurrection de ce mouvement-là. Il y a des gens qui les utilisent, pas à l'intérieur du pays d'abord, mais d'abord à l'extérieur, parce que le financement vient de l'extérieur. Un des leurs l'avait avoué. Alors s'il y a un mouvement qui est inféodé à l'extérieur, dites-vous, il ne plaide pas pour le Congo. D'accord. Maître Balki, vous avez suivi votre co-débatteur. Vous pensez, vous aussi, que les mouvements citoyens ne jouent pas un rôle positif pour la marche de la démocratie en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. le journaliste, pour la parole. La liberté est un combat perpétuel. Ce n'est pas parce qu'on est libre, on doit être stationné. Moi, je crois que j'appuie quand même l'action de ces jeunes-là. Ils sont en train de nous aider, nous, politiques, à arriver quand même à obtenir ce que nous avons tous cherché, les élections dans les délais prévus par l'accord de Saint-Sylvestre. Mais le fait de les empêcher, cela fait encore une autre campagne de ces gens-là. Qui a fait la campagne de Tshisekedi? Ce n'est pas Mobutu. Qui est en train de faire la campagne de Moïse Katumbi? Ce n'est pas l'AMP. Donc il faut éviter à donner à ces jeunes-là ce qu'ils ne méritent pas. Ils veulent faire une marche. Pourquoi? Ils réclament des élections dans les délais. Mais où est le problème? Il faut seulement les encadrer. Vous les encadrez, ils avaient un mémoire déposé au niveau de la CENI. Vous les accompagnez, déposez leur mémoire et puis ils rentrent. Pourquoi les arrêter? Pourquoi les torturer? Vous ne trouvez pas que lorsque vous êtes en train de faire ça, vous êtes encore en train de créer leur force? Vous créez encore une autre force dans les Lucha. Qui avait connu Lucha il y a 2, 3, 400, 5 ans passés? Personne. C'est un mouvement de société. Un mouvement de société. Et c'est le pouvoir en place. Quelque part aussi, le fait que ces mouvements citoyens foisonnent n'est pas aussi une sorte de constat d'échec des partis politiques, les partis politiques de l'opposition, qui n'arrivent plus à mobiliser autant que ces mouvements citoyens et qui aujourd'hui perdent un petit peu leur place dans l'échiquier de la lutte politique? Bon, je ne pense pas. Parce que lorsque vous parlez des partis politiques, je ne sais pas quel parti que vous allez citer. Parce qu'on a compris que pendant un certain temps, il y a peu de mobilisation, il n'y a pas de manifestation de l'opposition depuis longtemps. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il n'y a que 2 grands partis qui peuvent bien mobiliser les gens sans problème. Il y a que IDPS, c'est pas lourd.
Les autres, là, le PPRD, pour mobiliser, il faut quand même débourser des moyens. Sans les moyens, les gens là ne viennent pas. Mais le PANECO aussi, il y a des gens, ils peuvent aussi mobiliser des gens. Votre parti aussi peut aussi mobiliser. La mobilisation, vous êtes aussi vous-même coordonnateur. La mobilisation dont je parle, non, la mobilisation dont je parle, c'est la mobilisation à l'auteur de l'UDPS, que personne ne peut ignorer. La mobilisation à l'auteur du PALU, que personne ne peut ignorer. Mais vous avez vu le mouvement citoyen Lucha, on l'a vu dans les écrans, c'est pas des millions de personnes, ce ne sont pas des masses, mais tout de même, le message passe, les choses bougent, la police semble être dérangée, et les politiques aussi. Alors, est-ce que c'est un problème de nombre ou peut-être un problème de message? Ou de courage aussi des politiciens de venir sur la route? C'est les problèmes de courage et puis de l'efficacité et de l'unité. Ces jeunes gens-là sont unis, ils sont solidaires. Contrairement chez nous en politique, chez nous il y a les débauchages. On peut bien être unis, mais le pouvoir en place s'arrange pour bien diviser l'opposition. C'est ça qui essaie un peu de nous diviser, tout en mettant un peu de paquet d'argent. Et vous allez voir une personne qui a parlé de la majorité contre la majorité, demain après demain, il change sans transition. Donc on peut comprendre par là que vous reconnaissez que, quelque part, les mouvements citoyens prennent la place aujourd'hui de l'opposition. Ils ne prennent pas la place de l'opposition, ils sont en train d'aider l'opposition dans ce qu'on est en train de faire, dans notre élite. D'accord, on va vous donner la parole, Monsieur Edgar Ilunga. Vous avez suivi votre co-débatteur, il dit clairement que la lucha aide justement à faire passer un message, et ce message est démocratique. J'aurais souhaité que Maître Nikina Yanga restât dans sa peau d'avocat, sa peau de maître. Parce qu'il n'y a ni légalité ni légitimité dans les actions de la lucha. Elle n'est reconnue nulle part, enregistrée nulle part. C'est là le premier point de départ pour la lucha. J'en ai discuté avec Kasereka, Maître Kasereka qui est juriste. Il voudrait bien assurer une certaine coordination du mouvement pour qu'il y ait un répondant ou un comité qui puisse répondre des actions de la lucha. Ce ne serait pas sérieux que si le pays glisse dans ce genre de mouvements qui n'ont pas de nom et qui sont manipulés de l'extérieur, qui reçoivent leur financement de l'extérieur et qui sont même inféodés à certaines forces intérieures du pays. Bon, il nous dit bien que la lucha est en train de réveiller les partis politiques qui sont dans une sorte de léthargie. Mais il n'y a pas de parti politique qui mobilise mieux que ceux que l'on connaît. Pas plus tard qu'il y a une année et demie, il y a eu un mouvement de rassemblement de 23 partis politiques de l'opposition. C'était à la place Sainte-Thérèse en Djili. Vous savez combien l'ont suivi? Combien ont participé à ça? 3000 personnes. Faites la moyenne par parti, c'était combien? Ça veut dire que le pouvoir, la capacité à mobiliser n'est pas celle que l'on chante à la télé ou à la radio. Le thermomètre de mobilisation et de popularité ne reste plus que dans la poche et la bouche de ceux qui le disent. La lucha, les mouvements citoyens, puisqu'on parle d'eux, bien qu'ils ne mobilisent pas des personnes, de grandes personnalités, ils créent quand même un petit peu ce qu'on appelle une sorte de psychose aussi au sein de la majorité présidentielle, ou plutôt du pouvoir, parce qu'on a vu une forte mobilisation policière hier ici à Kinshasa, et dans plusieurs villes du pays, on a vu comment est-ce qu'on les a arrêtés rapidement. Aussi on est là dans le devoir de se poser une question. Cette marche était-elle autorisée? Est-ce que la réplique était proportionnelle à la menace? Est-ce qu'il était nécessaire qu'on puisse tirer aussi à certains... On a parlé de... Nous vivons une période... balles réelles au niveau de Bukavu, on a parlé de casse au niveau de Goma et lacrymogène. Est-ce que c'est la proportion et la réplique était proportionnelle à la menace? Nous n'allons pas sanctifier la lucha et ses actions. Nous devons tenir compte du climat politique au pays. La sécurité est quelque peu entamée par ce genre de lucha, Kamwina Nsapu et autres. Il ne faut pas laisser le flanc à ces mouvements-là pour que ce soit l'étincelle qui puisse enflammer toute la ville. Vous semblez mettre la lucha et Kamwina Nsapu dans le même panier. Peut-être que la lucha n'a pas encore tué, mais Kamwina Nsapu l'a fait. Ce n'est même pas Kamwina Nsapu, c'est autre chose que ça. Kamwina Nsapu n'a pas d'armes. Qui a fourni ces armes-là? Qui est derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'on se tait à l'opposition sur les exactions de Kamwina Nsapu? Pourquoi est-ce que les organisations de droits de l'homme se taisent aussi sur les exactions? Pourquoi est-ce que les médias extérieurs traitent cela à la 4-2, donc très négligemment, comme c'était le cadet de leurs soucis? Non, cela devrait nous interpeller, nous Congolais. Ce sont des mouvements de déstabilisation de la cohésion nationale pour que cela profite à certains individus extérieurs qui reviendraient par le dos de la cuillère nous apporter armes et munitions, nous entretuons et reviennent pour pacifier le pays. Ils vont nous remettre une facture salée nous disant voilà pour les efforts de guerre. Nous allons faire très attention, nous, hommes politiques.
Maître Banikina, les mouvements citoyens sont des mouvements de déstabilisation des institutions. Vous en êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je voulais ajouter un élément. Moi, je crois que leur démarche est un peu prématurée lorsqu'ils réclament le calendrier électoral, tant bien même que l'enrôlement n'a pas encore pris fin, parce qu'il faut attendre la fin de l'enrôlement, puis connaître le nombre de sièges qui sera du moins, qui sera du moins sorti de la loi électorale. C'est à ce moment-là qu'ils vont réclamer les élections. S'ils ont anticipé, c'est parce que Corneille Nangaa s'arrange pour ne pas organiser des élections. C'est la raison pour laquelle ils veulent bien anticiper les choses. Voilà. Sans entrer dans le fond, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez vraiment que les mouvements citoyens sont des mouvements de déstabilisation des institutions du pays? Ils ne sont pas là pour déstabiliser les institutions du pays, je l'ai dit tantôt ici avant. Ils sont là pour nous accompagner, nos politiques. Ils ne sont pas là pour déstabiliser. Ils déstabilisent en quoi? Lorsqu'ils réclament à ce qu'ils puissent avoir les élections dans les délais prévus par l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est ça déstabiliser les institutions? Je ne pense pas. Lorsque le Premier ministre essaie du moins de réunir ces jeunes de Lucha, là, ils n'ont pas pensé que ces jeunes-là n'étaient pas structurés. On parle maintenant de deux Lucha. Voilà, Pro, donc Tchibala lorsque le Premier ministre, voilà, il y a Lucha Pro Tchibala. Lorsque Tchibala, le Premier ministre Tchibala reçoit les jeunes là de Lucha, là, ils ne pensent pas qu'ils ne sont pas structurés. Et lorsque les autres proches de Lucha essaient un peu de faire la marche pour réclamer les élections dans les délais, là, ce sont un groupe non structuré. Maître Banikina, je voudrais vous inviter à... Je vais vous aider à vous répondre l'un dans l'autre. Mais d'abord, parlons justement du fond. Oui. Le problème qui a animé la lucha à venir sur la rue, c'est justement parce que les politiques ne s'entendent pas, vous ne vous entendez pas sur la faisabilité des élections. S'il était clairement établi qu'il y aurait élection à telle date, vous pensez que la lucha aurait raison de résister? Il l'a dit en des termes très clairs. Leur action a été prématurée. On ne peut pas enlever à Corneille Nangaa la mission qui est la sienne, celle de préparer les élections sur le plan technique. Mais Ngoï Mulunda avait prévu les élections, fait un calendrier avec l'enrôlement inclus dedans et les élections sans attendre qu'il y ait fin de l'enrôlement. Ngoï Mulunda, elle avait publié un calendrier dans ce sens-là. Vous n'allez pas perdre et de je vue vais que... même reprendre l'abbé Apollinaire Malou Malou, paix à son âme, aujourd'hui la journée des morts. On peut penser à lui, qui avait aussi fait une programmation écrite de toutes les phases des élections sans attendre que l'enrôlement se termine. Mais lorsque vous programmez les élections, vous émettez un calendrier sans avoir terminé l'enrôlement, vous ne savez pas donner un calendrier qui soit objectif, qui soit réaliste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'enrôlement n'a pas encore commencé dans le Kasaï. On ne sait pas quand il se termine. On va leur allouer environ 2-3 mois. Et quand on aura terminé, on va compiler les résultats. Et ensuite, on va leur donner peut-être 1 mois pour compiler les résultats. Il faudra les envoyer en Afrique du Sud à l'imprimerie. Ça prendra plus ou moins 3 mois. Avant ça, il faudra lancer les invitations aux candidats potentiels. Non, je pense que les attitudes des hommes politiques devraient être responsables. Et même la lucha devrait se comporter en responsable. L'aile de la lucha qui a été reçue par le Premier ministre Bruno Tchibala, c'est l'aile presque officielle aujourd'hui. C'est Kasereka qui est allé le voir. Elle n'a pas de documents. Ils n'ont pas de documents. Je l'ai reproché sur le plateau et après le plateau à messieurs Kasereka, maître Kasereka. Et il a pris le devant, il est allé voir les officiels. Il l'a fait, mais les autres ne l'ont pas fait. Moi, je ne pense pas qu'on puisse gérer un pays comme ça. On va remonter à la genèse même de la lucha, à la genèse du mouvement citoyen. C'est après l'île de Gorée. Vous savez par qui c'était financé, par qui c'était organisé. Mais les mouvements citoyens existent en Afrique depuis bien longtemps. On a été à Junval. Les mouvements citoyens existent en Afrique depuis bien longtemps. Oui, ils existent. Il y a le ballet citoyen et il y a Yanamar. Et ces mouvements ont pour justement caractéristique le fait qu'ils ne sont pas formels. C'est qu'ils ne sont pas formels. C'est du désordre. Et l'État, dans ses droits, pour protéger les populations qu'on gère, il faudrait bien organiser ces gens-là. Leur demander de s'organiser ou de laisser tomber. C'est du désordre. On ne peut pas continuer comme ça. À la lucha, vous trouvez des intellectuels comme nous. Et nous les invitons à plus d'ordre, plus d'organisation. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux. Ils m'expliquent clairement que voilà, ils se basent sur la Constitution qui donne le droit à tout citoyen de pouvoir garantir, préserver ses droits. Mais lorsque vous manifestez, vous êtes une communauté des gens, ce n'est plus le droit d'un citoyen. Là, vous devez en requérir une autorisation. Quand vous ne l'avez pas, la police vous empêche de ne pas gêner la sécurité. Et ils vont vous répondre que ce régime n'est pas un régime d'autorisation. Non. Voilà, c'est pas un débat entre vous et moi. Mais j'aimerais vous juste ajouter ceci. La question la plus primordiale, c'est la question justement des élections. Est-ce que
il est vraiment impossible d'avoir une vision claire de la projection des élections. Est-ce que plutôt le problème des politiques, c'est de dire que voilà, peuple congolais, on n'aura pas élection en 2017, on pourra les avoir en juin, juillet 2018, voilà la programmation à suivre. Est-ce que si aujourd'hui Corneille Nangaa donne un calendrier, ça ne peut pas apaiser l'opinion? Le calendrier qui organise les élections ne viendra pas uniquement de Corneille Nangaa, le président de la CENI. Le président de la CENI va donner une proposition de calendrier qui devra être discutée à trois, la CENI, le CENSA et le gouvernement. Or, à l'étape où nous sommes, le CENSA venait juste de se doter d'un comité. Et ce comité n'a pas encore les tests qu'il organise. Il nous faut attendre la mi-septembre, lorsque les députés reviennent des vacances parlementaires, pour que on décide de la loi qui organise le CENSA. Ça prend du temps. Et la lutte en est informée. Et agir comme elle l'a fait, c'est prématuré, comme l'a dit Maître Banikina. Maître Banikina, soyons responsables. Maître Banikina, la lucha a tort, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était prématuré de leur part de réclamer un calendrier électoral. Vous pensez vraiment qu'avoir un calendrier électoral aujourd'hui, c'est cher demandé? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'est quoi? Nous avons un problème. Il y a Corneille Nangaa qui est un contentieux électoral. Nangaa est un contentieux électoral. Parce que c'est Nangaa qui s'arrange pour retarder les élections. Pas plus tard l'année passée, je crois que c'était le samedi 20 septembre, disais-je, dans la grande salle de spectacle du Palais du Peuple, devant témoins, lors d'une réunion comité de liaison CENI au parti politique, j'avais demandé à Corneille Nangaa de démissionner. Parce qu'il n'est pas à mesure de nous donner les élections. Est-ce que le problème c'est Corneille Nangaa? Oui. Nangaa d'abord, Nangaa est un contentieux électoral. Ne pensez-vous pas que si on remplace Corneille Nangaa, ce sera le même problème? Nangaa s'est arrangé, Corneille Nangaa s'est arrangé pour retarder des choses. À l'époque de Malou Malou, paix à son âme, Abbé Apollinaire Malou Malou avait enrôlé les Congolais, tous les Congolais dans 3 mois. À moins que ma mémoire me trompe, je souhaiterais vraiment me tromper. Dans 3 mois, il a enrôlé toute la République. Et il a enrôlé à l'est du pays. Il n'y avait pas Kamwina Sampou. À l'époque, il n'y avait pas Kamwina Sampou, mais il y avait quand même des zones de turbulence là-bas. Comment on les appelle M23. M23. Non, à l'époque, il n'y avait pas M23. Il y avait CNDP et puis d'autres groupes armés. Mais normalement, on l'avait quand même enrôlé. Mais pour l'affaire de Kamwina Sampou, Corneille Nangaa ne s'est pas enrôlé et puis il donne à chaque province 3 mois. Vous ne trouvez pas que c'est une distraction orientée? Mais Kamwina Sampou s'est attaqué directement aux agents de la CENI. Il a raison en tant que responsable de les protéger. Mais à quoi sert la police? À quoi sert notre police? Ce n'est pas pour établir l'ordre, la protection de la population et de leurs biens. Nous avons quand même une police. Ça, c'est pour insulter notre police. C'est pour inciter la police nationale. Nous avons quand même une police formée. Vous pensez que dans une situation d'insécurité générale, il serait aisé aux gens de pouvoir s'enrôler? Est-ce que ce ne serait pas aussi faire faux pas à la population kassaïenne en leur demandant de sortir dans la peur, dans la psychose, s'enrôler? Ça peut être contre-productif dans ce cas où vous verrez peut-être moins d'enrôlés au Kassai à cause de cette situation-là. Non, en fait, l'objectif de l'enrôlement, c'était d'enrôler beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest. Parce qu'à l'est, c'est le bastion du pouvoir, de la majorité. Et à l'ouest, c'est le bastion de l'opposition. À l'ouest, on les vote difficilement. À l'ouest, on les vote difficilement qu'à l'est. Donc, le problème de Kassai, c'était déjà prémédité. Nous, on nous avait déjà informé qu'il y avait un groupe de gens de la majorité qui s'arrangeaient pour qu'on ne puisse pas enrôler les Kassai, les Kassai central et les autres. Donc, c'était vraiment prémédité. Voilà, vous dites que c'est prémédité. Je crois qu'une réponse, oui, vous voulez reprendre? Maître Banikina, nous devons nous apaiser lorsque nous faisons des analyses qui touchent à la sécurité du pays. Vous avez suivi le cheminement et même le caractère plutôt ethnicisant, tribalisant, régionalisant de ce mouvement Kamwina Sampou. Ça ne devrait pas être appelé Kamwina Sampou. Vous avez vu à la télé, on a exhibé autant d'armes. 1500 Kalachnikov, 350 AK et autant de lance-roquettes. Ça venait d'où? Ils peuvent être armés comme ça. Ça venait d'où? Et qui les a transportés de l'extérieur de Kinshasa jusque-là? Et pourquoi, comment on peut expliquer le silence? Non, c'est pas d'où. Mais comment on les a acheminés à l'insu des services de sécurité? Qui peut l'avoir fait? C'est la grande question qu'on doit se poser. Et au-delà de cette question,
on doit se demander pourquoi il y a du silence absolu du côté de l'opposition au sujet des exactions au Kasaï. On a tué au moins 4 agents de la CENI, on a tué autant de policiers, on a tué autant de chefs coutumiers, on a égorgé, on a émasculé. Et Maître Banikina a raison, c'est le rôle de la police, le rôle de l'armée de sécuriser la population. Comment on peut en arriver jusque-là aussi en tant que toutes ces forces existent? Vous avez suivi, quand la police a réagi, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, on a pratiquement engagé les tambours et les trompettes en disant il y a eu usage disproportionné de la force. Mais pour établir l'ordre face à des gens qui sont armés, qu'est-ce qu'on utilise? Des fouets? Vous n'avez pas été ému par rapport aux images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sur Internet? Les images on voit véritablement des forces de l'ordre tirer sur des civils non armés. Ah, vous n'avez pas vu concomitamment les images des exactions de Kamwina Nsapou? Nous avons aussi vu ces images. Et où est-ce que c'était bien pire? Est-ce que vous pensez... Non, il y a des gens qui meurent quand même. On ne peut pas dire qu'il y a pire là ou pas. De tous les deux camps, il y a des gens qui meurent. Mais où se trouve la responsabilité? Comme l'a dit Maître Banikina, est-ce que... La responsabilité incombe aux manipulateurs. Les manipulateurs sont encore cachés. On se demande trop pourquoi on le cache, on devrait le dire. Ceux qui ont tiré les ficelles, ceux qui ont voulu déstabiliser le pays pour justifier une certaine action, on doit les dévoiler. Parce qu'aujourd'hui, ça nous retarde. Pour maîtriser la situation sécuritaire au Kasaï, on doit déployer des forces. Le déploiement des forces nécessite de l'argent et du temps. Cet argent-là, on en a besoin ailleurs, comme par exemple pour les élections. Et ceux qui l'ont fait à dessein. Ça veut dire qu'ils n'en veulent pas. Les élections, ce n'est pas leur fort, ce n'est pas dans leur corde. Monsieur Edgar Ilunga, on va peut-être clôturer ce premier point en vous posant cette petite question. Pensez-vous qu'on aura des élections à temps et dans quel temps? Les élections cette année, ce serait irréaliste, comme l'a dit la SADC. D'ailleurs, Corneille Nangaa, en qualité d'homme technique en la matière, il a donné de la lumière aux décideurs que sont le gouvernement et le CENSA. Et le retard dans l'installation du CENSA va se répercuter sur le calendrier électoral, sans faute. Et toutes les péripéties de compilation des résultats, d'impression et même de récolte des candidatures vont nous renvoyer largement au-delà de l'année prochaine. Ça, c'est la réalité. Autre chose que ça, comme langage dans le chef des politiques, c'est du bluff pour la population. Disons la vérité à la population, nous serons pris pour des responsables. Maître Banikina, vous venez de suivre M. Edgar Ilunga Mwamba, il vous le dit clairement, les élections sont réalistes, sont responsables. Ne les espérons pas en décembre 2017, espérons-les bien organisées au-delà de cette date. Bon, il faut éviter de théâtraliser la vie nationale. C'est très dangereux. Hier, on était à Sun City. On s'était bien conclu qu'il y a un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Mais le président de la République a eu ces 2 mandats de 5 ans. Pourquoi ils n'ont pas pu commencer déjà à organiser les élections depuis 2012, locales, provinciales et consorts? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils l'ont fait sciemment. Et même maintenant, ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Ils veulent cochonner ces glissements ici. Le plus grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas là. Le plus grand problème, c'est le président de la République ne veut pas lâcher. C'est ça le problème. Parce mais concrètement, il n'y a pas moyen de faire des élections. Non, il y a moyen. Il a eu le temps. Parce qu'avec lui, nous allons continuer à aller comme ça. Et il n'y aura même pas des élections. Si on laisse comme ça, il n'y aura pas des élections. Parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. C'est ça le plus grand problème. C'est manque de volonté d'organiser les élections. C'est ce que nous avons. Ils ne veulent pas organiser les élections. Très bien, nous allons passer au second point. Permettez que je puisse je vais réagir. Si vous réagissez, il va réagir. Donc on ne va pas terminer. La volonté, vous allez faire un mot sur ce que vient de dire. La volonté politique dans le chef de l'État d'organiser les élections est bien grande. La preuve est que lui-même s'était fait enrôler le premier. Et qu'ensuite, Corneille Nangaa a déjà réuni plus de 35 millions de Congolais. On peut bien, avec les 35 millions, oublier le reste et aller aux élections. Ça veut dire que la volonté politique est là. Mais la volonté politique n'existe pas dans le chef de l'opposition qui torpille la sécurité au pays. C'est l'opposition qui est responsable de la sécurité. Mais le silence par rapport à ce qui se passe au Kasaï. On va en parler directement avec ce second point, justement. Voilà, on parle de cette implication, entre guillemets, des éléments, ou plutôt des membres de l'UDPS dans les attaques de la prison centrale
de Makala, le CPRK, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, et du marché central qui a vu justement l'assassinat de l'administratrice de cette entité, de ce marché. Voilà, on a présenté un nombre de personnes qui ont été arrêtées et qui, semble-t-il, seraient identifiées comme membres de l'UDPS. Directement, vous avez suivi les réactions du vice-ministre de l'Intérieur, son Excellence Basil Olongo Pongo, qui a déclaré justement que le secrétaire général de l'UDPS serait même commanditaire de ces attaques, de ces vagues d'insécurité. L'UDPS n'a pas tardé à répondre directement. Ils ont appelé cela un complot visant à éliminer les dirigeants de ce parti politique. Ça fait boule de neige au sein de l'opposition, ces accusations qui sont très graves, et la justice est interpellée à pouvoir tirer au clair toutes ces allégations. Je commence directement avec vous, Edgar Ilunga Mwamba. Des Congolais arrêtés par les forces de l'ordre, présentés aux médias, mais le point le plus important que la police présente, c'est qu'ils sont les éléments de l'UDPS. Voyez-vous une relation entre des personnes arrêtées et le fait qu'ils soient membres d'un parti politique? Et pire encore, ils seraient même assimilés au mouvement, nous sommes en train d'écrire ici, terroriste de Communasam. Vous connaissez très bien les prérogatives de la police. Quand on a attrapé un suspect, un présumé, on l'interroge. En l'interrogeant, on lui tire le verre du nez. Ces gens doivent avoir été interrogés, doivent avoir dit qu'ils les manipulent. Il semblerait qu'ils ont été interrogés sous l'effet, ils ont fait ces aveux sous l'effet de la torture. Non. Et lorsque vous faites allusion juste à la consonance, à la résonance de leur nom, ça vous situe géopolitiquement. Je ne vais pas le dire en d'autres termes. Je voudrais peut-être que... Vous voulez parler de dire que ce sont des Kassaïens et donc c'est ainsi que doivent être... Non, je parle de la résonance, de la consonance de leur identité. Clairement, ça veut dire quoi? Et sur autant de personnes présentées. La consonance, la résonance, ça veut dire quoi? Il ne manque pas quelqu'un qui pourrait avoir dénoncé le commanditaire. La police en a la capacité, la justice aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi prématuré de conclure ainsi vite? Ça risque de donner l'impression de manipulation. Un vice-ministre à l'Intérieur, c'est un grand responsable. Il ne peut pas l'avoir dit sans aucune base de justification. Il se base sur des informations qu'il doit avoir recueillies peut-être de la police, parce que le ministère de l'Intérieur a la police sous sa tutelle. Mais c'est à la justice de déterminer les responsabilités d'un chacun. Il pourra peut-être le confirmer. L'avoir dit très tôt avant la justice, je pense qu'il a pratiquement la présomption que c'est correct. Laissons faire le temps, l'avenir nous le dira. Voilà, Maître Banikina, vous êtes juriste, vous êtes avocat. Est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur, avait raison de présenter directement ces présumés arrêtés comme étant Kamwina Sampou liés à l'UDPS? Je l'ai dit tantôt, ça ce sont des distractions orientées. C'est vraiment une distraction orientée. Vous vous rappelez encore dans ces pays, il n'y a même pas 2 ans ou 3 ans, je souhaiterais me tromper, on nous a présenté quelques mercenaires. On a dit que Moïse Katumbi avait 600 mercenaires. Où sont passés ces 600 mercenaires? Où sont passés ces 600 mercenaires? Le 17 mai de cette année, le soir, le ministre de la Justice nous a bien dit que c'était les éléments de Nemwana Ntsebi. Et il y a des services qui sont déjà mis en place pour mettre la main dans les jours proches, la main sur Nemwana Ntsebi pour l'évasion de la prison centrale de Makala. 2 jours après, 48 heures après, c'était la prison de Kassangoulou. Rentrons dans ce qu'on a qualifié le membre de l'UDPS. Est-ce que, comme il vient de dire, mais c'est Edgar, ces gens-là ont passé à l'aveu pour accepter qu'ils étaient de l'UDPS? Est-ce qu'on les a trouvés même avec les cartes de l'UDPS? S'il vous plaît, je vous laisse le temps de parler, il faut aussi me laisser le temps de parler. On dit que ce sont les membres de l'UDPS. Est-ce qu'ils ont une fiche d'adhésion à l'UDPS? Mais est-ce que ça les lie juridiquement parlant? Est-ce que le fait d'être membre d'un parti politique, s'il vous plaît, je vais y arriver, donne des conséquences par rapport aux actes? S'ils les ont fait individuellement, cela engage l'UDPS en quoi?
S'ils sont réellement les membres de l'IDPS, ils ont posé des actes individuellement. Cela engage l'IDPS en quoi? Est-ce que ce sont les membres, les cadres de l'IDPS qui les ont envoyés de faire tout ce qu'ils ont tenté de faire? Est-ce qu'ils sont les membres de l'IDPS? Mais c'est aussi le rôle de la police de pouvoir pour approfondir justement les recherches, aller plus loin pour chercher les commandités. Vous savez, hein, nous avons... Parce que ce sont des attaques armées quand même. Il y a eu des coups de feu et il faut qu'on puisse tirer au clair. Nous avons un sérieux problème dans notre pays, avec notre police, avec notre service de sécurité. Un sérieux problème. Il faut la réforme. La réforme est déjà en cours. Et la réforme en cours, mais tous ces gens-là, mais vous n'avez même pas suivi la présentation. Il s'est manqué de cette présentation. C'est de la manquerie. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif, dit-on. Mais comment on doit présenter ces gens comme déjà des présumés, si cela est vrai? Et ils ont peut-être, comment on dit, leurs complices. Mais leurs complices seront en cavale. La police devrait du moins les coffrer, les mettre quelque part, le présenter devant leur juge naturel. C'est à ce moment-là, il y a des inspecteurs au niveau du parquet et les enquêtes pourraient du moins continuer. Mais c'est aussi une sorte de com, on peut dire, de la part de la police. C'était nécessaire aussi de montrer qu'un travail est en train d'être fait, parce qu'il y a une certaine opinion qui commence à penser que depuis que toutes ces attaques se sont passées dans la capitale, rien ne se fait. Après la présentation de ces 15 ou 17 membres, soi-disant, entre guillemets, Kamwena Sapou, le même jour, on présente ici à Bukavu, il y a un Corcas, la prison de Bukavu. Hier, on a brûlé la prison de Goma. Non, c'est aujourd'hui que la prison de Goma est en feu. Oui, c'est aujourd'hui qu'on a brûlé. On a brûlé la prison de Goma. C'est toujours Kamwena Sapou? On ne sait pas encore, on ne sait pas lier tous ces événements. On va revenir à vous, Edgar Ilunga Mwamba, vous avez suivi votre co-débatteur. La présomption d'innocence, oui, semble-t-il, a été entamée par la présentation de ces personnes, ces présumés, comme on les appelle eux-mêmes présumés. La présomption d'innocence aurait-elle été entamée quelque part en les présentant ainsi? Elle ne l'a pas été. Vous reconnaissez qu'à la police, il existe des agents qu'on appelle des OPJ, des officiers de police judiciaire, qui ont une certaine lumière en matière de justice. Mais ils instruisent à charge. Oui, ils instruisent. À charge ou à décharge. Ils ont donné cette lumière-là. Ils ne donnent pas le jugement. Ils ont donné cette lumière-là. Quitte à la partie accusée, on les dit présumés. Présumés auteurs ou co-auteurs. Ils vont devoir se défendre. Mais il était grand temps... la présomption d'innocence, parce que vous entamez l'image de quelqu'un en le présentant devant les médias. On a véhiculé à travers la ville. On a fait véhiculer des nouvelles selon lesquelles c'était plutôt Bundu Congo. Mais lorsque on fait une attention particulière à la résonance de nom... C'est le ministre de la Justice qui a dit Bundu Congo. Oui. Il a menti à toute une population. Non. C'est le ministre de la Justice. Lors du CPRK, c'était ça. Mais pour le marché central, on misait encore sur Bundu Congo, ce n'était pas vrai. Parce que celui qui a été présumé auteur de la mort de Mme Chantal, ce n'était pas un BDD ou un BDK. C'est très simple. Et quelque part, je pense, il ne faut pas croire pouvoir donner une sorte de quitus, une sorte de licence à la violence. Aujourd'hui, l'opposition, dans son émiettement continu, est en train de cultiver ou d'appuyer une certaine violence, ou des violences ici et là. Supposons que demain, qu'il arrive au Seigneur de commettre une erreur, que cette opposition prenne le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se diraient, nous nous cabrons nous aussi, il faut qu'on leur rende la monnaie de leur pièce. Et nous allons en souffrir. Quelque part, j'invite les deux camps, la majorité au pouvoir, tout comme l'opposition, à agir en vrai responsable. Il ne faut pas que lorsqu'on n'est pas là, qu'on se dise tout ce qu'on fait de l'autre côté, c'est mauvais. D'accord. Lorsque moi, je n'ai pas géré un kiosque, vous n'allez pas me donner la responsabilité de gérer un supermarché. Edgar Ilunga Mwamba, nous avons compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, encore 10 minutes. On va prendre le dernier point. La vie sociale des Congolais se trouve bouleversée. Le roi dollar fait ce qu'on appelle le yo-yo, le monter-descend. Il prend l'ascenseur, il monte, il redescend. Hier, il avait atteint la barre des 1750 francs de dollar. Maintenant, aujourd'hui, selon les dernières informations, on parle de 1450. Première conséquence, c'est le panier de la ménagère. Première conséquence, c'est la paie des fonctionnaires. Première conséquence, c'est la vie sociale qui se trouve totalement perturbée. Je vais directement avec vous, Banikina Yangabaki. Vous êtes congolais, vous vivez à Kinshasa.
comment vivez-vous cette fluctuation, cette inflation du dollar? Est-ce qu'on ne peut pas en ce moment un petit peu regretter Matata Ponyo? Regretter Matata Ponyo, avec Matata Ponyo était passé le cadre macroéconomique. Il était stable, il semblerait. J'ai pitié pour mon pays, le Congo. Il faut reconnaître qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'il est parti. Comme quoi? Beaucoup de choses, comme la dépréciation du franc congolais face au dollar. Cette inflation continue que nous sommes en train de vivre. Tout ce qu'on a eu, c'est de l'amateurisme. Il nous faut vraiment des gens qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas reconnaître à Matata Ponyo ce mérite-là d'avoir stabilisé, garder le franc congolais stable pendant si longtemps. Bon, ne fût-ce que ce mérite-là. Je reconnais à Matata d'avoir construit l'immeuble intelligent. Non, restons dans le cadre de la monnaie. Bon, il y a eu quand même une stabilité à l'époque de Matata. Et pourquoi il y a eu cette inflation, cette dégringolation de la monnaie congolaise après le départ de Matata? C'est une question qu'on se pose. Oui. Qu'est-ce que Matata a laissé derrière lui avant son départ? Vous pensez que cette situation est l'héritage de sa gestion? C'est l'héritage de la gestion de Matata, selon moi. Vous pensez que les différents gouvernements qui se sont succédés, que ce soit Badi Banga comme celui actuel de Bruno Tshibala, ne font que plutôt encaisser le passif d'Augustin Matata Ponyo? L'immatérialisme et puis ils encaissent le passé de Matata Ponyo. Ok, et Gary Lunga, je comprends que Maître Banikina ne veut pas trop se prononcer par rapport à cette question, mais vous pouvez nous dire en quelques mots, la situation actuelle tient ses origines d'où? Nous sommes en train de traverser une situation sociale qui n'est pas très rose. On dirait qu'elle est morose, mais elle n'est pas morose qu'au Congo. Nous avons une certaine dose de morosité ici, mais elle n'a épargné aucune nation au monde. Elle est partie des États-Unis d'Amérique, déjà en 2008. Et comme nos économies sont dans une sorte d'interconnexion, cela a ébranlé toutes les économies du monde. La nôtre aussi a été frappée par ricochet. Pour revenir au propos de Maître Banikina, Yanga, sur Matata Ponyo, je pense qu'on doit lui reconnaître certains bienfaits. Le règne de Matata a coïncidé avec le boom minier au Katanga. Pendant ce boom minier, les opérateurs miniers ont fait beaucoup d'argent. Et le cuivre, le cobalt, le zinc se vendaient très bien. Le coltan aussi allait se vendre très bien, l'or aussi. Mais juste après, il y a eu ce qu'on appelle communément les institutions de Bretton Woods et LMI, London Metal Exchange, la bourse de Londres, qui fixe le prix d'achat des minerais. On a revu à la baisse le prix de nos minerais pour créer des stocks. Et maintenant qu'il y a des stocks, les prix rebondissent encore une fois. Et cela a coïncidé avec le départ de Matata. On n'avait plus assez de devises au pays. Et ces devises manquant ont fait que le franc congolais perde sa stabilité par rapport au dollar américain. Ça, ce sont des notions très élémentaires, même lorsqu'on n'est pas du domaine. Selon les dernières informations, les matières premières ont repris leur embellie. Justement, à l'époque, le dernier trimestre 2016, mais pourtant on ne s'en remet pas jusqu'à présent. À l'époque de Matata. Et il semblerait que même le gouvernement a pris des mesures pour justement mettre le doigt là où ça fait mal. Tous ces opérateurs miniers qui ne rendent pas à la nation ce qu'il faut. Justement, à l'époque du Premier ministre Matata, le cuivre se vendait à 8 000 $ la tonne. Il est redescendu à moins de 5 000 $, donc 4 600. C'est seulement il y a peu qu'il commence à retrouver un peu de vitalité à 5 600. Il est quand même remonté. Oui, le cobalt était à 30 000. Il est redescendu à 22 000, mais le voilà aujourd'hui au double de ce qu'il était il y a longtemps, à 60 000. Ça veut dire qu'il y a un regain de valeur de nos minerais. Est-ce que nous absorbons vraiment les richesses qui émanent de nos terres? Il y a cette question qui a été soulevée tout récemment par le gouvernement, qui réclamait que les opérateurs miniers du Katanga et d'ailleurs rétrocèdent ou ramènent dans nos banques nationales 40% de leurs revenus ou de leurs intérêts. Si l'on fait ça, on aura assez de devises pour que la parité dollar-franc congolais soit celle que l'on souhaite. Et au-delà de ça, puisqu'il me faut continuer un peu. On est pratiquement à la fin. Oui, cette parité qui doit être reconquise entre le dollar et le franc congolais, devrait également intégrer les sociétés de télécommunications. Quand vous payez du crédit téléphone, vous le payez en franc congolais, mais au prix d'$1. Et ces sociétés font des millions chaque mois. Si cet argent est gardé dans nos banques, on ne manquera pas de liquidités. Mais cet argent est
renvoyer à l'extérieur, on achète l'économie en francs souffrira. congolais. Oui, en francs congolais, mais autour du dollar. D'accord. Maître Banikina, on va peut-être terminer ici. Dernière question pour conclure cette émission. Avons-nous raison aujourd'hui d'espérer encore en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut encore garder de l'espoir à ce que les jours qui viennent vont être meilleurs, au-delà des fluctuations politiques, au-delà de la situation sociale assez difficile? Est-ce que les Congolais qui vous suivent peuvent espérer que 2017 pourra se terminer en beauté? Non, non. Non. 2017 s'est terminé en beauté, je douterai fort. Pourquoi? Parce que 30 secondes, les pouvoirs en place s'arrangent pour que rien ne marche. C'est ça le plus grand problème. Cette crise que nous avons, je l'ai dit ici tantôt, c'est une crise artificielle créée par le gouvernement en place et le pouvoir en place. Imaginez-vous que la Constitution était une femme. La façon dont cette Constitution a été violée. Quel allait être son état? L'accord de la Saint-Sylvestre, le pauvre accord, la façon dont on est en train de piétiner sur cet accord. L'issue est laquelle? Le plus grand problème, c'est quoi? C'est les noms. Nous avons une maladie de non-respect de textes. Le problème, c'est surtout au niveau de l'applicabilité des textes. Appliquons les textes que nous rédigeons nous-mêmes. Où est le plus grand problème? Parce que si nous appliquons les textes pour éviter de frustrer les uns et les autres, pour répondre à ce qu'a dit mon frère Edgar ici, moi je ne suis pas pour la violence. Nous sommes contre la violence. Que ce soit du côté de l'opposition ou ça vient au niveau de la police ou de nos services de sécurité. Je suis contre la violence. Et je suis contre que le sang des Congolais puisse couler. Mais sauf que la LIRO nous amène, les pouvoirs en place s'arrangent pour nous amener à un troisième dialogue. Nous avons demandé, le jour que moi j'ai eu l'occasion de voir le chef d'État, on lui a demandé 4 choses à faire. Le chef d'État doit chercher sa sécurité, la sécurité de sa famille, la sécurité des proches collaborateurs et de ses biens. C'est tout ce que le chef d'État doit chercher pour le moment. Il ne doit pas nous amener à cette distraction orientée. Parce que vouloir ou pas, demain ou après-demain, ce pouvoir ici partira. D'accord. On a compris, c'est peut-être votre mot de la fin. Edgar Ilunga, en 30 secondes pour conclure. Ouais. Peut-on espérer un avenir meilleur en République démocratique du Congo d'ici décembre 2017? Nous, au PANECO, nous voyons un avenir très radieux pour le Congo. Nous avons des potentiels qui nous permettent de le dire. Un troisième dialogue en vue. Le troisième dialogue, je vais peut-être revenir là-dessus, mais je voudrais plutôt parler de cet avenir radieux. Aux États-Unis d'Amérique, en 1974 et 1975, il y avait une inflation très forte, une récession et même un taux de chômage très élevé. On a même parlé à ce moment-là d'un manque d'essence, donc une crise énergétique, qui était pratiquement corroborée par des manifestations des étudiants. On avait vu la fin des États-Unis à ce moment-là. Mais ceux qui s'y attendaient le moins, les prophètes de malheur ont déchanté, les États-Unis ont rebondi. Et même aux années, pendant la guerre 40-45, Pearl Harbor, quand les kamikazes japonais avaient bombardé les ports des États-Unis, c'était presque la fin pour les États-Unis. Mais ils ont rebondi avec Truman, quand il avait envoyé Paul Tibbets pour les bombarder avec la bombe atomique. Nous comprenons que vous croyez à un rebondissement de la RDC. Un troisième dialogue, c'est... Le troisième dialogue tel que proposé par M. Germain Kambinga, je pense qu'on doit l'éviter. On ne doit pas donner le flanc à ces hommes politiques qui complotent contre le peuple entre eux et sans nous. Il est possible que demain on vous nomme ministre, que lui soit ministre, il va se taire. Il n'y a donc pas d'opposition au pays, c'est une opposition plutôt sociale ou économique. L'opposition stomacale. C'est vrai, il faut voir l'émiettement de ce qu'on a appelé l'opposition. Le peuple est en droit de ne plus compter là-dessus. Qu'est-ce qui reste encore de l'opposition au Congo? Moi, j'invite notre opposition congolaise à se souder les coudes, à faire un corps commun pour parler de vive voix face à la majorité qui est unie. Mais cette opposition qui est un monstre à autant de têtes n'inspire plus confiance et doit se requinquer, se revigorer quelque part, se ravigoter pour mériter la confiance du peuple. Et merci beaucoup Edgar Ilunga Mwamba. Vous êtes vice-président et porte-parole du parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, du président Bernard Kayumba, que je salue en passant. Banikina Yangash Balki, maître Balki, vous êtes président national de l'Union des forces du progrès, UFP, et coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, administratives et porte-parole de l'Union pour la Nation. Vous êtes de l'opposition, on a compris. Merci pour votre temps de partage
C'est bien, vous serrez la main bien avant le générique. Merci. Et donc, avec vous, nous avons partagé beaucoup de questions d'actualité, très chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à poster vos réactions sur le numéro en bas de cet écran, qui est le numéro WhatsApp de l'émission. Vous pouvez resuivre cette émission sur YouTube et en rediffusion le mercredi matin. Bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine. On se dit à ça.